Salle de shoot. Alors, sommes-nous rentrés dans une ère de légalisation plus ou moins rampante alors que 200 000 Français sont recensés, eux, en tant que cannabiculteurs? Vous avez bien compris, ils font pousser chez eux. Nous avons intitulé cette émission « Je cultive ma drogue dans mon placard » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Thierry est commissaire divisionnaire, vous êtes chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, l'Octrice, depuis 2010. Jérôme Pirat est lui grand reporter, vous collaborez notamment au Point et à Canal+. Je signale votre blog Dernière Nouvelle du Milieu et rappelons votre livre Parrain deux cités, Enquête chez les millionnaires du cannabis, publié à la Manufacture des livres. Dan Véléa est lui médecin psychiatre, spécialiste en addictologie. Votre livre Toxicomanie et conduite addictive est paru aux éditions Heure de France. Vous publiez par ailleurs très régulièrement sur l'utilisation thérapeutique du cannabis. Enfin, Nathalie Latour est déléguée générale de la Fédération Addiction. Votre fédération regroupe plus de 700 établissements de prévention et de soins liés ou prenant en charge les addictions. J'ai rêvé ou dans le pays du Beaujolais nouveau, on est quasiment en tête des nations consommatrices de cannabis. Jérôme Pirat, c'est ce que nous disent les chiffres en ce moment. Je vois que ça vous fait sourire, ma première question. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, on est un gros consommateur, effectivement, de cannabis. On est bien placé en même temps. On n'est pas très très loin du Maroc, premier producteur mondial, donc... Mais corrélation. Dans le rapport là, de l'Office, il y a quand même un chiffre qui moi m'a beaucoup marqué. 42% des Français qui disent avoir essayé. Je pense que psychologiquement, il y a un verrou qui a lâché. Ce que je dis n'est pas moral, ils disent peut-être tout simplement la vérité, mais quand vous dites que pratiquement que la moitié de la population reconnaît dans des enquêtes sociologiques aujourd'hui avoir utilisé ou expérimenté l'usage de la drogue, vous avez l'air surpris de ma surprise, vous? Non? Oui, ça me paraissait assez... je sais pas, vous n'avez pas été tenté par les interdits? Mais c'est pas le problème, c'est le fait de le dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose... Oui, non, mais effectivement, avant, effectivement, sans doute qu'il y avait une petite privauté à retenir l'info. Oui. Bon, écoutez, ça s'est invité dans le débat public depuis quelques années, oui. Mais depuis quelques mois, effectivement, de manière un peu plus prégnante. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit verrou qui a sauté. Nathalie Latour, ces chiffres vous surprennent, vous inquiètent? Alors, disons que ça dépend de quel chiffre. C'est vrai qu'il y a une augmentation de la consommation. Pour les populations les plus jeunes, on est le premier pays d'Europe en termes d'expérimentation. Voilà. C'est vrai que les expérimentations commencent plus jeunes. On voit au niveau du collège, c'est à peu près vers 15 ans. Donc, c'est un an après l'utilisation ou la première consommation de cigarettes. Donc, oui, effectivement, il y a une évolution. Est-ce que c'est inquiétant? Disons que ce qu'on peut voir, c'est que on est dans des comportements d'usage. On est dans quelque chose où on ne peut pas, à ce stade-là, voilà, dire qu'on est dans une société malade de consommation de produits, mais qu'on doit s'interroger sur ce que ça indique de comportement d'usage. C'est le propos de cette émission, et c'est ce que je voulais vous faire remarquer, c'est-à-dire qu'on est confronté maintenant à un phénomène d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être nié. Et alors ça implique les policiers, les médecins, ceux qui essaient de prendre en charge, et les journalistes qui s'intéressent surtout. Et alors vous, c'est la chaîne complète, puisque ça va jusqu'à l'argent que ça génère, et en l'occurrence, ça en génère énormément. C'est ce que vous nous expliquez depuis des années, Jérôme Pirat. Peut-être une question, François Thierry. Alors dans le même temps, les saisies baissent. Comment est-ce possible qu'on ait, alors qu'on sait qu'on a des policiers plutôt actifs dans notre pays, comment peut-on au même moment observer voilà, une augmentation en hausse, absolument confirmée, et des saisies en baisse? Je ne comprends pas. Alors, nos principaux interlocuteurs l'ont rappelé déjà, c'est un phénomène de masse. C'est en train de devenir un phénomène de masse qu'il faut quand même relativiser, à mon sens, à mon avis, puisque effectivement, si on est le premier pays en termes de nouveaux expérimentateurs pour le cannabis, oui, on est aussi loin derrière d'autres pour l'expérimentation d'autres produits, par exemple, ou l'usage habituel d'autres produits. Donc peut-être que l'usager français, je pense à l'héroïne par exemple, même à la cocaïne aujourd'hui, des pays européens sont beaucoup plus en pointe, on va dire ça comme ça, sur le sujet d'expérimentation et de consommation régulière de ces produits-là. Oui. Donc il faut aussi resituer l'usage de cannabis dans un contexte plus large qui est l'utilisation des produits, l'attirance pour les produits. Ceci dit, et vos constatations sont absolument exactes, il y a un phénomène de masse qui est en train de se générer avec le temps, qui était déjà un phénomène très important, qui est en train effectivement de devenir de masse, qui tient à plein de choses. On va manquer de temps, mais qui tient à plein de choses, qui tient sûrement à de la sociologie, qui tient à la modification de la société, qui tient à ce que recherchent les gens, qui est différent de ce que les gens recherchaient il y a 20 ans. Ma question, c'était les saisies diminuent alors que l'usage augmente, vous venez de le dire. Et j'attends que l'homme qui a en charge les saisies essaie de m'expliquer pourquoi. D'abord, toutes les saisies ne baissent pas. Les saisies de cannabis baissent. Oui, c'est ma question.
Donc les saisies de cannabis baissent parce qu'on est dans un système, on est en train en fait de muter d'un système à l'autre. On connaissait un système classique avec des producteurs, Jérôme Piral l'a rappelé, et il connaît ça par cœur, une production qui est localisée principalement au Maroc, Oui. des vecteurs qui sont bien connus à travers l'Espagne, à travers la France, jusqu'aux Pays-Bas, et un marché qui se redistribue depuis les Pays-Bas, qui irrigue toute l'Europe. Ce marché-là, depuis 2-3 ans, a explosé. C'est celui qui vous permettait des saisies, tout simplement parce que vous aviez fait du boulot de longue haleine, vous avez démonté les filières et vous avez arrêté les gens. Exactement, et ça suppose de bien les connaître en fait pour les démanteler. Donc on les a étudiés, on a franchi des paliers les concernant et on en a mis au tapis un certain nombre. Il se trouve que le marché a explosé aujourd'hui. Les producteurs ne sont plus aussi simplement ceux qu'on connaissait avant. Il y a des nouveaux producteurs. Mais les Pays-Bas, par exemple, avec l'autoculture, 30 000 fermes actives aux Pays-Bas. Ben voilà. Donc, excusez-moi, le titre de l'émission, qui a l'air d'être un clin d'œil, je cultive ma drogue dans mon placard, elle explique peut-être aussi la baisse des saisies. Oui, bien sûr. C'est une partie de l'explication, mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Mais évidemment, c'est un phénomène, dans la mesure où l'autoculture progresse et que pour l'instant, les services de l'État, si vous voulez, sont moins amenés ou sont moins dirigés sur la répression de l'autoculture qu'ils ne l'étaient sur les filières traditionnelles, forcément, il y a un phénomène de mutation qui est en train de se produire et on est en train de réadapter la stratégie anti-stup, si vous voulez, pour saisir plus, saisir mieux, saisir autrement. C'était du coup ma deuxième question, et je crois que vous venez d'y répondre, mais je vais peut-être aller un peu plus loin. Est-ce qu'on vous demande de freiner sur le cannabis? Est-ce qu'aujourd'hui, on est policiers, on a des enjeux d'une autre importance que celle du cannabis? Non, on nous demande pas de freiner. Non, je vous dis la vérité. Ouais. On nous demande pas de freiner sur le cannabis. C'est pas. Il y a le problème de l'usage qui est différent de celui du trafic. Le problème de l'usage en soi, effectivement. C'est le trafic qui s'est compliqué, mais c'est pas la motivation des policiers et de leur hiérarchie et de leur ministre de lutter contre ça. Vous êtes très clair. La motivation, et je peux vous en attester toute la journée, est absolument sans faille pour lutter contre les trafics et par plein de méthodes différentes qui sont complémentaires contre l'usage. Mais contre les trafics, y compris de cannabis, la détermination est absolue. Les poids saisis sont un indicateur de l'activité, mais pas seulement. Il y a eu en 2014 plus de 210 000 personnes, 214 000 personnes qui ont été poursuivies pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il n'y en a jamais eu autant. Donc ça montre bien que les services répressifs, tous ensemble, travaillent. Après, les poids saisis, qui est ce que vous évoquiez, qui est en baisse, est un des indicateurs de l'activité, pas le seul. Je rappelle que les chiffres viennent d'être publiés par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Le constat est simple, on consomme de plus en plus de drogues en France, en particulier le cannabis. Paradoxalement, les saisies sont en baisse, on retiendra 2 chiffres. 42% des 18-64 ans ont déjà expérimenté, mais 38% de moins dans les saisies de cannabis elles-mêmes. Laurent Hirsch et Michael Spitzberg nous en disent un peu plus. Vous connaissiez peut-être le Go Fast. Cette technique, utilisée par les trafiquants de drogue, ici pris en chasse par des douaniers, pour acheminer au plus vite par la route leur précieuse cargaison. Voilà, donc là, visiblement, le convoi a été arrêté. Vous voyez, il est sorti de l'axe routier pour essayer de s'échapper par des petits chemins. Mais là, c'est la fin du chemin. Si vous voulez être à la page, oubliez la route, place à la mer. Après le Go Fast, voici le Drop Off. On a constaté, et surtout nos partenaires belges et hollandais, un nouveau mode opératoire qui consiste, avec une complicité à bord, à jeter par-dessus bord, d'où l'expression drop-off en anglais, des ballots de cocaïne qui sont en fait dans des sacs étanches et surtout avec un dispositif pour les repérer. Et puis il y a un navire-fille, ce qu'on appelle un navire-fille par rapport au navire-mère qui est le porte-conteneur, qui vient récupérer ces ballots qui peuvent contenir plusieurs centaines de kilos de cocaïne. À ces opérations hors normes correspondent parfois des saisies, elles aussi spectaculaires, mais également de plus en plus rares. Sur un an, le cannabis récupéré suite à une procédure judiciaire française est en recul de 38% en quantité. Mais en matière de stupéfiants, gare aux visions trop étriquées, les autorités préfèrent raisonner à l'échelle du continent.
Il y a des saisies qui sont réalisées à l'étranger. Ça ne veut pas dire pour autant que la marchandise n'était pas destinée au territoire européen ou au territoire français. Et c'est très difficile de raisonner uniquement au niveau national, parce qu'un conteneur chargé de cocaïne qui rentre par le port de Rotterdam peut parfaitement être destiné au territoire français. Donc, et inversement d'ailleurs, hein, un conteneur ou un cargo qui arrive en France transporte du fret qui peut parfaitement être destiné à un autre État membre de l'Union européenne. En parallèle du trafic, qu'en est-il de la consommation? Une étude quinquennale très complète vient d'être publiée sur la question. Résultat, depuis 1992, la consommation de cannabis a fortement augmenté, notamment ces 5 dernières années. Désormais, 15% des adultes avouent en avoir déjà consommé. Le cannabis est utilisé dans différentes couches de la population, hein, dans différents milieux sociaux. Et ce que l'étude nous a montré de nouveau, c'est que ça devient un phénomène qui est un peu transgénérationnel. C'est-à-dire que de plus en plus, ça concerne aussi des populations qui étaient plutôt moins concernées, donc plutôt les femmes par exemple, et puis plutôt des générations un peu plus âgées que ce qu'on observait avant. Donc la hausse en fait elle est observée beaucoup sur les tranches d'âge entre 18 et 40 ans. Face à cette consommation de drogue en hausse, quelle réponse apporter? Le gouvernement a présenté il y a quelques mois un nouveau plan de lutte. Pour nous, la lutte contre les drogues et les conduites addictives, c'est à la fois bien sûr lutter de manière intensive contre le trafic, la criminalité organisée, parce que le trafic de drogue c'est ça, mais aussi avoir des stratégies de prévention adaptées, des stratégies de prévention qui marchent, et notamment en direction des jeunes. Signe des temps, parmi les nouveaux dispositifs seront créés d'ici 1 an 3 salles de shoot. Paris, Bordeaux et Strasbourg se sont portées candidates pour expérimenter ce type d'accompagnement déjà existant au Canada, en Grèce ou encore en Espagne. Alors, comme toujours dans ces questions, il y a des tas de domaines parce qu'on est quand même dans l'activité humaine. On se rend compte qu'il y a le rapport à la loi et son respect ou non, des questions d'ordre moral, des questions de santé publique, des questions qui concernent notre jeunesse la passivité ou non, ou la capacité ou non à pouvoir lutter contre ce qu'on considère ou pas, en fonction des sociétés, comme un fléau à un moment donné. Donc, en fait, c'est très riche. Alors, cette question des salles de shoot, elle a beaucoup marqué un certain nombre de Français qui réagissent par rapport à ça. Et je vois cette question SMS d'Anne Valéa, et je veux bien votre analyse. La détention de drogue sera toujours réprimée, mais ce shooter deviendra donc légal. Alors, précisons que ça ne devient absolument pas légal, mais qu'on va accueillir des toxicomanes pour leur permettre, en gros, d'utiliser leur drogue proprement dans des salles de ce type. Mais l'idée, elle peut choquer, et est-ce que vous le comprenez? L'idée, elle peut choquer tout à fait. On sait très bien qu'on a commencé des programmes de distribution des seringues et des échanges de seringues avec les usagers. Les seringues qui étaient souillées, on les ramassait, comme ça on évitait le risque de transmission du VIH. On apprenait à certains toxicomanes comment on shootait, pour ne pas se trouver avec des abcès, pour ne pas amputer les bras. C'était dans la même optique de réduction de risque, justement les salles de shoot, oui. C'était dans un but, justement, pouvoir montrer aux gens, pouvoir les sécuriser, pouvoir intervenir médicalement, les orienter par la suite, parce que le constat qui a été fait dans les autres pays, c'était que 60% à 70% des gens qui fréquentaient les salles de shoot commençaient ensuite des programmes de thérapie de substitution aux opiacés. Donc c'était quand même un très très bon résultat. Évidemment qu'il y a un blocage idéologique. Là, pardonnez-moi, vous me dites, je comprends que ça choque, mais je pense que c'est nécessaire. Évidemment, ça peut choquer. Les gens peuvent se dire, oui, mais vous allez faire quelque chose qui automatiquement est reprimé par la loi. Le fait qu'il y ait un lieu où on peut y aller, ce qui a manqué justement, et ce qu'on a insisté à chaque fois, nous les intervenants en toxicomanie, ça a été le côté pédagogique. Voilà, il faut insister là-dessus pour convaincre la population que c'est pas une mesure justement pour banaliser et répondre les salles de shoot et les shooteuses et tout ce qu'on veut, avec toute cette imagerie populaire, VIH, délinquance, violence, les overdoses qui vont pulluler dans les rues. Absolument pas. C'est pouvoir un petit peu canaliser et aider ces personnes-là à se soigner par la suite. Il y a déjà quelque chose qui manque dans cette optique-là, parce que les gens vont venir avec leurs produits. Et on ne sait pas ce qui se trouve dans l'héroïne à l'heure actuelle à Paris, ou la cocaïne ou quoi que ce soit. C'est des produits de coupe qui peuvent être mortels. Et c'est justement peut-être ça qu'il faut vraiment souligner. On parle du cannabis, mais qu'est-ce que c'est réellement le cannabis finalement? De quel cannabis on parle? Je reste un instant juste sur la notion de salle de shoot. Vous comprenez le paradoxe. On dit aux flics, allez-y, faut arrêter, faut faire respecter la loi, et on engage donc des moyens, de l'argent. Enfin, on va voir d'ailleurs si c'est suffisant ou pas. Et dans le même temps, il y aura des espaces de vie où on viendra
viendra se shooter avec sa petite dose. C'est quand même... En sachant que ce n'est pas une politique bisounours, hein. Les gens vont venir avec un contrat, avec des règles à respecter. Sinon, il y aura des programmes de mise à l'écart, et ils vont être mis complètement dehors s'ils ne respectent pas les règles. Ne pas taper sur le voisinage. Oui. Moi, j'ai bossé dans un centre, l'hôpital Marmottan, qui était dans le 17e. Oui. Dans un quartier très bien situé, à l'Étoile, ainsi de suite, où on recueille des populations qui étaient vraiment exposées à tous les risques, avec le crack, avec la cocaïne, l'héroïne et d'autres produits. On n'a jamais eu le moindre problème de voisinage. On était soutenu par la mairie du 17e en tant qu'hôpital, parce que c'était un centre de soins et que les gens respectaient les règles. Donc là, vous êtes en train de dire aussi aux Français qui nous écoutent, je rappelle que c'est une expérimentation qui concernera 4 lieux en France. Ne vous inquiétez, je comprends vos inquiétudes, mais ne vous inquiétez pas forcément. En tout cas, dans l'expérience que j'en ai eue, ça se passe proprement. On faisait pas d'expérience de shoot, mais c'était vraiment accueillir une population dans un milieu social élevé et tout ça. Votre avis, parce que c'est intéressant de voir que dans une émission de ce type, ça apparaît d'emblée cette question des salles de shoot. Mais je pense que ça rejoint un peu, y compris les éléments de débat que vous avez posés par rapport à l'opinion, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de ça, on est soit dans la banalisation, soit dans le laxisme, et qu'on a eu un ça modèle... réveille des choses en nous. Voilà, et comme vous disiez, mais alors est-ce que vous avez des indications qui vous disent, et comme l'a rappelé monsieur, non, aujourd'hui, dans la dimension d'infraction à l'usage simple de cannabis, on n'a jamais été autant dans la montée des infractions et donc de la judiciarisation quelque part de l'usage simple de cannabis. Oui. Là aussi, on est les premiers d'Europe. Donc vous voyez, on est premiers d'Europe en consommation, on est les premiers d'Europe dans l'interpellation pénale. Pour revenir sur la question des salles intéressant. Oui. Sur la question des salles de consommation, nous, on a un réseau qui portons les consultations jeunes consommateurs, qui portons les communautés thérapeutiques, puisque dans le débat sur la loi de santé, il y a eu beaucoup d'opposition en disant mais mettez sur les communautés thérapeutiques. On a été d'ailleurs un réseau qui nous sommes battus parce que c'était à l'époque on ne voulait pas des communautés thérapeutiques et qui soutenons aussi les salles de consommation. Même si effectivement au départ il a fallu que les professionnels discutent, voient les études, les nombreuses études qu'il y avait. Parce qu'en fait, on ne parle pas des mêmes publics, on ne parle pas des mêmes problématiques, et il faut qu'on ait une approche pragmatique de ces questions-là. Sincèrement, vous comprenez que ça inquiète les riverains ? C'est normal que ça inquiète les riverains. C'est normal que la salle de consommation ne va pas être la solution miracle, mais ce qu'on sait sur d'autres études européennes, c'est que ça a abaissé le niveau des scènes ouvertes, de ce qu'on pouvait voir dans les cages d'escalier, dans les proximités, etc. Donc ce ne sera pas miraculeux, mais c'est quelque chose qui apporte aussi des réponses en termes de sécurité publique. Quand on rentre dans une salle de shoot, on ne sort pas guéri, on sort simplement en ayant pris sa dose. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a en tout cas un moyen d'amener les gens vers un mieux-être ou une prise en charge réelle ? Parce que de l'autre côté, il y a quand même des gangs, il y a des voyous, il y a des assassins et il y a des mecs qui se font du fric. Exactement, donc il y aura sûrement des oppositions de la part de ceux qui bénéficient d'une économie souterraine, parce qu'ils savent très bien que le but, comme ça a été avec les thérapeutiques de substitution, que ce soit le Subutex et la méthadone, ça a été vraiment de canaliser ces gens et les aider à rentrer dans un circuit de soins. Et c'est exactement ce type de pédagogie qui va être employé avec les usagers qui vont fréquenter ces salles de shoot. Ça ne va pas être le programme, vous venez ici, vous défoncez du matin au soir, vous faites ce que vous voulez. Ça va être un accompagnement, ça va être vraiment quelque chose, travailler sur le rapport humain et travailler vraiment sur un projet de soins par la suite. Un dernier mot, les policiers et les policières qui travaillent avec vous, ça ne les démobilise pas ou ça ne les perturbe pas ? L'idée de la salle de shoot, alors qu'eux, ils passent leur journée à courir après des gens parfois dangereux. Non, si vous voulez, la salle de shoot, elle est imaginée, elle est conçue, elle est expérimentée pour répondre à un impératif de santé publique. On essaie d'être meilleur dans le domaine de la santé publique. Donc, les flux sur lesquels nous, on travaille, le trafic, le crime organisé n'est pas directement concerné par ce genre d'expérimentation. Après, nous, ce qu'on évoque, c'est la possibilité, la nécessité que ces lieux restent complètement ce pourquoi ils ont été conçus ou imaginés, c'est-à-dire une enceinte, on va dire, à dominante sanitaire, et ne deviennent pas l'occasion de développer des lieux de deal ou des choses comme ça. Mais ça, je nous fais confiance à tous pour y veiller. Voilà. J'entends bien, mais il y a un risque. Il mérite d'être mis en lumière. À partir du moment où vous mettez la focalisation, c'est-à-dire, si vous voulez, les dealers sont des commerçants. À partir du moment Excusez-moi, mais si je veux chercher les clients, c'est plutôt du côté des salles de shoot, si j'ai de la drogue à écouler, que j'irai. En fait, bah oui, mais les dealers sont des commerçants. Vous me direz qu'ils sont tous du moment où vous ils sont tous près des collèges, ils sont près des lycées, mais très bien. Mais à partir du moment où vous créez un abcès de fixation supplémentaire par rapport à ceux qui existent déjà et que vous évoquez, vous créez un abcès de fixation supplémentaire de clientèle, vous courez le risque, si c'est non géré, mais il n'y a pas de raison que ce soit non géré, vous créez le risque que ça focalise aussi
un lieu de deal. Je reviens commercial. Je reviens sur réalité commerciale. Je reviens sur le reportage, Jérôme Pierrat. Vous n'avez pas l'habitude de manier la langue de bois. Dans les saisies qui baissent, est-ce que notre police fait ce qu'il faut? Ouais, moi, je pense qu'elle travaille très bien, cette police nationale. Non, non. Après, effectivement, on peut aussi peut-être s'interroger, et ça n'est pas du fait des policiers, mais de leur activité. Oui, sur la hiérarchisation des priorités, effectivement. Est-ce que on ne va pas se raconter de bêtises, il n'y a pas non plus d'énormes moyens mis en place contre la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il y en a, etc. Et je pense que vous n'en avez pas assez et que vous n'allez pas évidemment le dire ici, mais que c'est une réalité. Il manque de moyens? Évidemment qu'il manque de moyens. Comment vous allez lutter contre un trafic aussi important, international, avec des enquêtes aussi longues, aussi coûteuses, etc., avec les moyens qui sont mis en place. Je ne sais pas combien vous êtes à l'Office central des stupes, entre Nanterre, Bordeaux, Marseille, etc., et en moyens techniques, etc. Bon, on va rajouter la douane, la gendarmerie et compagnie, mais c'est quand même pas non plus délirant. On va pas se leurrer, la PJ est un peu le parent pauvre de la police nationale en France, pour d'autres raisons qui sont très politiques. Voilà, on préfère mettre de l'argent sur l'antiterrorisme, à juste titre, sur la sécurité publique, puisqu'il faut qu'on voit du bleu dans la rue. La PJ, malheureusement, et la lutte contre le crime organisé, c'est assez, finalement, invisible. Et voilà. Donc, vous qui avez... Alors, juste pour finir mon truc, il y a effectivement une enveloppe qui est globale pour lutter contre les stupes. Il y a différents produits à combattre. Il y en a des très 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 nocifs comme l'héroïne, la cocaïne, etc. Il y en a un peu moins nocifs comme le cannabis. Oui. Donc effectivement, il y a peut-être un moment où il y a une hiérarchisation des priorités. Après, je ne suis pas dans le secret et la coulisse du service. Mais voilà, il y a sans doute un moment où il faut choisir sur qui taper. Voilà. Pour nos téléspectateurs, François Thierry, est-ce que vous concentrez votre attention aujourd'hui, et ce sont des questions qu'on se pose, sur les producteurs, sur ce qu'on pourrait appeler les grossistes, donc qu'on voit débouler avec leurs 4x4, leurs idées permanentes, puisqu'on a retrouvé de la drogue dans des torpilles, dans des pneus, ce qui est quand même incroyable du Paris-Dakar, enfin bref, ou des petits dealers de rue, voire de banlieue. Est-ce que, voilà, producteurs, grossistes et petits dealers, dans tout ça, est-ce que vous dégagez des priorités? La lutte contre les trafics, elle doit se faire à tous les niveaux. C'est pas une fausse réponse. C'est pour vous dire que chacun est fait. Là, je vais vous dire que vous êtes prêt à faire de la politique. Non, je suis pas prêt. Enfin, peut-être, mais c'est pas du tout l'objet. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de dire que ça ne se fait. La lutte contre les stupes, elle se fait en luttant à tous les niveaux. Oui, mais moi je suis sûr que vous dégagez des priorités. Oui, parce que dans la vie, on est obligé de le faire. Je vais vous en donner des priorités. Merci. Les priorités, elles sont définies en fonction de l'impact du trafic auquel on s'attaque sur le corps social. Nous, on ne décrète pas qu'un produit est plus nocif ou moins nocif. D'ailleurs, tout ça est largement contingent et en débat, parce que ce qui était moins nocif que celui d'à côté hier est devenu plus nocif aujourd'hui, etc. Vous pensez à quoi? Je pense au cannabis, par exemple, qui est en train de passer de son statut, on va dire, intellectuel de drogue douce à drogue dure de la part de tous les gens. Drogue transgénique vient de dire. Oui, c'est tellement modifié que les taux de THC sont qui n'a plus rien à voir, en tout cas de drogue qui n'a plus rien à voir avec le végétal dont elle est originaire et qui du coup est devenu quasi complètement chimique, qui demain sera produite d'ailleurs de manière synthétique exclusivement sans avoir besoin de planter de quoi que ce soit. Donc le placard que vous évoquez est déjà quasiment dépassé. Donc, à partir du moment... Excusez-moi, j'insiste quand même sur cette image. C'est la marijuana des hippies des années 60. Oui, c'est fini. Vous la trouvez plus. Ça n'existe plus. Vous ne la trouvez plus. Très bien. Celle-là, celle des années 60, elle est à 2 à 3% de principe actif. Oui. Aujourd'hui, la moyenne dans la rue, c'est 18, 19, 20. C'est faramineux. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc on est dans l'OGM, là, on est dans l'organisme politiquement modifié. On est puissamment dans l'OGM. Et pas que dans l'OGM. Tout ça a été modifié pour avoir une puissance maximale, parce que c'est ce que commercialement recherchaient les usagers. Alors les priorités, elles ne sont pas faites en fonction de la typologie du produit, parce que c'est pas la police que ça regarde. Ce que vous venez de nous dire, c'est quand même très important dans le dossier, je dirais, de la légalisation ou non, du rapport qu'on a à l'usage de la drogue. Pourquoi c'est pas tranché depuis le temps qu'on en parle, et depuis le temps qu'on l'évoque? Pourquoi c'est pas tranché? Parce que personne n'est idiot sur le sujet. Tout le monde voudrait des solutions qui permettent à tout le monde d'avancer, à l'usager de vivre mieux, aux trafiquants de vivre moins bien, etc. Tout le monde a envie de la même chose, en fait. Pourquoi c'est pas tranché? Parce qu'on a tous compris qu'on ne parle pas aujourd'hui du cannabis. Il faudrait parler des cannabis. Un cannabis à 3% qu'on trouve plus que dans le fin fond de la Polynésie, et un cannabis à 65% qu'on peut trouver sous forme de résine aux Pays-Bas n'a rien à voir. Les deux produits n'ont rien à voir. Les études d'impact sur la santé humaine
ne sont plus valables. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais par déduction, et vous me dites si je vous dis une bêtise, j'aurais tendance à vous dire, si je tape un peu plus massivement sur les petits dealers, par définition, j'assèche sans doute un peu le marché, et notamment les gros producteurs. Est-ce que ça résonne dans votre analyse? Dans un environnement fermé, ça marcherait. Le problème avec l'environnement aujourd'hui est ouvert. On parle du cannabis, ne prenons que ça, parce que chaque produit est différent. Ne prenons que le cannabis. Il y avait ce qu'on évoquait, 90% fabriqué par le Maroc, qu'il exporte, etc. Aujourd'hui, l'Albanie a fabriqué, a produit l'an dernier au moins le tiers, presque la moitié de la production marocaine. Cette production, elle est partie essentiellement vers le nord, elle est revendue dans les pays du nord, elle est revendue aux Pays-Bas, elle inonde l'Europe aujourd'hui. Donc les Marocains ont un sacré concurrent commercial de poids. Et l'herbe albanaise est d'excellente qualité. L'autoculture commence... Non, mais on parle de commerce. Non, mais vous faites très bien d'en parler simplement et normalement. C'est du commerce. Moi, je découvre ça, l'Albanie. Oui. Le Royaume-Uni produit 60% de sa consommation. Il produit 60% de sa consommation. Le Royaume-Uni produit 60% de sa consommation d'herbe. Donc, si vous voulez, forcément, ça a modifié. Les produits sont différents. Il y a X qualité de cannabis aujourd'hui, premièrement. Il y a beaucoup plus de pays producteurs qu'avant. Il y a des filières, dont une a été évoquée dans votre reportage, avec des cargos qui maintenant peuvent exporter des dizaines de tonnes d'un coup, à travers tout un tas de routes, évidemment, qui franchissent des États qui sont plus difficiles à travailler, entre guillemets, pour nous que d'autres, et qui redescendent via les Pays-Bas sur toute l'Europe. Donc tout cet environnement nouveau... Vous les Pays-Bas, ça reste... ça reste une plaque tournante importante. C'est le hub européen. Pourquoi ça reste un marché. Pourquoi Rotterdam. Ça tient sûrement à l'histoire du pays. C'est un pays qui a vécu avec des ports francs. Pour moi, c'est la tulipe. Non, mais excusez-moi. Pas tout à fait que la tulipe. Oui. Une appréciation. Évidemment, l'autre pays de fromage, mais... Voilà, et c'est aussi le... mais c'est la tolérance qu'il y a aux Pays-Bas oui, c'est aussi le pays, vous parlez de la tulipe, c'est aussi pour moi, professionnellement, le pays du cannabis, c'est-à-dire le salon du cannabis, qui se réunit 5 jours par an, où il y a une espèce de foire du cannabis avec des producteurs, des consommateurs, des soirées à thème, la littérature, des concours, des tests, etc. C'est aussi ça, les Pays-Bas. Bien sûr. Non, mais j'entends bien, mais voilà. C'est une évidence pour vous, ça n'est pas pour tous ceux qui nous regardent. Donc, si vous voulez, il y a une disparité encore d'appréciation au niveau européen, qui fait que on ne peut pas raisonner, mais dans ce domaine-là, comme dans de tas d'autres dont je ne suis pas du tout spécialiste, on ne peut pas raisonner comme si c'était un environnement fermé. Et une décision qu'on prend ici doit être prise en considération du fait qu'on est dans un marché ouvert. Si vous décidez de fermer un robinet ici, mais que celui d'à côté est grand ouvert, ça ne sert pas à grand-chose. Ceux que vous appelez les millionnaires du cannabis, ils ne voient absolument pas leur marché s'assécher, si je comprends bien. Du moment alors peu importe, le marché ça ne sèche pas, on l'a dit, puisque la consommation est en augmentation. Donc après, c'est plutôt la source d'approvisionnement qui risque de changer pour ces garçons. D'ailleurs, on le voit quand on va dans les quartiers nord, par exemple à Marseille, dont on parle beaucoup, où ils s'assassinent à grands coups de Kalachnikov. On a maintenant massivement de l'herbe vendue à côté du traditionnel shit qui venait du Maroc, soit via l'Algérie, soit par les filières classiques. Et on voit aussi maintenant apparaître de la cannabiculture. C'est-à-dire que moi, je suis allé dans certains quartiers dont on taira le nom ici, où il y a des appartements qui sont dédiés à la culture. Aujourd'hui, les garçons des quartiers, les trafiquants des cités, ils squattent des appartements, ils installent la culture hydroponique, les lampes, etc., parce que la culture en placard. Donc, ils s'adaptent aussi. Donc, ça change rien. Et les réseaux sont toujours là, les clients sont toujours là, le produit et la source d'approvisionnement changent peu ou prou. Mais on est dans de l'économie, c'est du commerce. Donc, ces types-là, ils vont là où on leur demande d'aller, c'est-à-dire le client veut de la bœuf et de la bœuf très forte, et on va s'arranger pour la produire, ou en tout cas aller la chercher. Le Marseillais, ça fait loin d'aller aux Pays-Bas, donc il vaut mieux qu'il la plante lui-même. On va y aller dans le placard avec cette autre information surprenante, qui est que l'autoculture progresse, d'où le titre d'ailleurs de notre émission ce soir. Probablement 200 000 Français ont aménagé des locaux, parfois dans un placard, avec éclairage, arrosage et ventilation automatique. Tout matériel, par ailleurs vendu dans des magasins spécialisés, mais parfaitement légaux, dans la culture, par exemple du basilic. Et d'ailleurs, on les appelle désormais les cannabiculteurs. Magali Lacrose, Stéphane Lopez. Le but, c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Ça sert à rien de faire trop non plus. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tout ça?
Tout le cannabis qu'ils fument, ils le produisent eux-mêmes, à la maison et à plusieurs. Ils sont 6 membres de ce social club de Charente-Maritime, pas vraiment légal, même s'ils en rêvent. Ils gèrent leurs petites affaires très au sérieux. Voilà, moi j'ai mon suivi de culture complet, du semis jusqu'à la récolte, jusqu'à la fin du séchage avec mes dosages. Et je calcule aussi tout ce que je récupère et tout ce qui est redistribué à travers les membres. Donc mon prix de revient, qui me revient à 44 centimes le gramme. La règle du club, c'est de ne rien vendre, de ne plus dépendre des dealers et d'avoir la main verte pour jardiner. Voilà, c'est un petit peu privé. En toute discrétion. Donc on a plusieurs lieux de culture comme ça différents. Donc ils sont jeunes, hein. Ils ont été mis en germe il n'y a pas très longtemps. J'ai un système d'extraction, d'intraction, filtre à charbon, une lampe, voilà. Et du coup, en un cycle 3 mois et demi, je peux avoir ma consommation. Donc je gère mon autoproduction comme ça. La production domestique de cannabis est interdite en France. Et pourtant, elle est en plein boom, notamment pour éviter les contrôles aux frontières. 12% de la consommation des Français serait produite dans l'Hexagone, c'est-à-dire 1 joint sur 9. Le phénomène augmente, mais il n'est pas vraiment nouveau. Les consommateurs qui sont impactés par la crise économique peuvent chercher des solutions moins onéreuses pour pouvoir consommer le cannabis. Mais à l'origine, en fait, ça vient d'aficionados, de consommateurs éclairés qui ont, dès les années 70, créé des nouvelles variétés, des nouvelles manières de cultiver, se sont associés. Et cette tendance, en fait, s'est lentement diffusée dans les années 80 et 90 pour exploser au tournant des années 2000, notamment autour des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, en France, devenir autoproducteur de cannabis, c'est plutôt facile. Bonjour. Il existe près de 400 magasins spécialisés dans la culture d'intérieur. Mais ça n'est généralement pas pour faire pousser ses tomates. Ici, on vous donnera tous les conseils de production sans jamais prononcer le mot interdit. J'aimerais faire une culture chez moi. Voilà, le minimum, c'est ça, le plus petit. Ouais, on peut mettre combien de plantes dedans ? 60 cm, c'est-à-dire 0,36 m² sur 1,62 m. C'est le minimum. Après, on part sur les tailles plus grandes. Ce kit-là, complet, remisé, coûte 350 €. Le jour J, je passerai 1 heure avec vous à tout vous expliquer comment on arrose une plante, quel engrais mettre à quel moment, je vous expliquerai tout. C'est pas mal, mais regarde, en dessous, je suis rempli de chenilles. Regarde. Tu vois ? À Paris, un consommateur de cannabis s'est lui aussi laissé tenter par le jardinage d'intérieur. La soif, elle est comme ça. Il est aux petits soins avec ses plantes, qui lui prennent pas mal d'espace dans son appartement parisien, mais surtout, qui l'obligent à la discrétion absolue. Faut pas inviter des gens que vous connaissez pas bien. Faut pas ouvrir à n'importe qui. Faut faire attention au niveau des odeurs. Son ami Farid, le militant politique, lutte pour légaliser le cannabis en France. Son premier argument est économique. Aujourd'hui, le marché noir, il est tellement important et dense que les prix sont très élevés, la qualité n'est peut-être pas aussi dégueulasse qu'on pouvait le voir il y a 10-15 ans. Mais par contre, voilà, il y a tous les risques liés au marché noir et puis, quelque part, ça coûte cher. Donc l'autoproduction, c'est quelque part une manière de retrouver du pouvoir d'achat. Grâce au matériel de jardinage high-tech, aujourd'hui le cannabis pousse aussi bien en ville qu'à la campagne. En France, il serait plus de 200 000 cannabiculteurs en herbe à fumer leur propre récolte. On va revenir quand même sur un certain nombre des éléments qu'on vient de voir. Alors, ces magasins, ils sont au coin de la rue, hein, quand même. Ça vous pose problème, vous qui êtes censé lutter contre le trafic de drogue? Moi, je lutte pas contre les magasins de jardinage, en fait. Non. Le jardinage est une activité légale, donc le matériel peut être détourné pour fabriquer du illicite, mais c'est très difficile d'aborder sous un angle pénal la vente de matériel, en fait, jusqu'ici. D'autant que là, on a vu un magasin, mais il y a aussi de la vente sur Internet, il y a aussi des choses qui viennent de l'étranger, qu'on peut se faire adresser.
Donc il n'y a pas du tout que les magasins. Donc c'est un angle d'attaque extrêmement compliqué pour essayer de porter une atteinte. J'ai bien compris que vous n'alliez pas demain aller dans les jardineries pour faire fermer des rayons. Mais je pense quand même que ça doit vous questionner. Bien sûr, ça nous questionne. Ça montre, là encore, la multiplicité en fait, des actions qu'il faudrait mener pour essayer de serrer le trafic par tous les angles. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi divers, le trafic. On l'attaque traditionnellement sur le transport, sur les investissements, le blanchiment, sur le stockage. Là maintenant, il faut l'attaquer sous bien plus de formes que ça. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon, j'essaie de résumer ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, que finalement, vous ne luttez pas entre guillemets contre la drogue, vous luttez contre les mafias. En tout cas, vous luttez contre des voyous et des assassins, puisqu'il y en a parmi eux. C'est ça? Bien sûr, une façon de résumer votre activité? C'est une très grosse partie de notre activité. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la nocivité du produit pour nous, policiers, est contingente. On ne va pas se bagarrer sur celui-là est plus nocif que l'autre. Oui. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est lequel est aux mains de la criminalité organisée et lequel conduit à la désagrégation du corps social par rapport à celui d'à côté. Vous venez d'être très clair. Dan Deléa. Quitte à choquer, moi j'aimerais que je pose la question autrement. Pourquoi tous ces débats et pourquoi toute cette canalisation et ce pathétique par rapport à un produit qu'on ne sait pas très bien, sans se poser la question pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a 42% des usagers, des expérimentateurs? Comment ça se fait qu'il y a tous ces produits-là? C'est un phénomène sociétal, c'est une adaptation face au stress. Est-ce que ce n'est pas un amortisseur social? Donc au lieu de mettre en place des discussions, des débats stériles pour faire plaisir à certaines factions enragées de gauche, de droite, ainsi de suite, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce stade de consommation? La consommation a toujours existé et va toujours exister. La question, c'est qu'est-ce qui se fait que de plus en plus de jeunes se retrouvent là-dedans? Moi, le fait que les gens font de qu'ils cultivent chez eux, je trouve ça très bien, parce qu'au moins ils savent ce qu'ils consomment. Au moins ils savent que la concentration est telle, ils savent à peu près les effets à attendre. On ne sait plus au niveau. Vous voulez dire que ça, c'est l'analyse du médecin? C'est l'analyse du médecin par rapport à ce qui se passe dans la société et ce que j'entends dans l'entretien. Les jeunes usagers, ou moins jeunes, parce qu'on a parlé des cadres, des quinquas, des cadres bien insérés qui utilisent le cannabis, ça pullule. La question qui se pose, c'est que la plupart d'entre eux ne savent pas ce qu'ils fument. Donc ils peuvent se trouver dans des situations, tableaux psychiques complètement compliqués aux urgences psychiatriques, avec des motivations, avec certains qui rentrent dans des psychoses, et ils ne savent pas comment faire. On n'a pas une labellisation un petit peu. Vous consommez des weed de white skunk ou vous prenez du black, je ne sais pas quoi, ou de l'afghan, ou maintenant de l'albanais. Sachez que les effets sont démultipliés parce qu'il y a 480 alcaloïdes dans le cannabis. Donc il faudrait peut-être faire une éducation à la base. Vous avez cité la Hollande. Moi je suis désolé, j'ai fréquenté beaucoup la Hollande, pas forcément sous ce mode-là parce que j'adore le pays, les musées et la bonne bouffe indonésienne, hollandaise. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne voit pas l'Institut Trimbos à Amsterdam, ils n'ont pas autant d'inquiétudes par rapport au cannabis parce qu'il y a une éducation à la base vis-à-vis du cannabis. On n'a pas ce que c'est le cannabis. C'est un phénomène récréatif, c'est comme un verre d'alcool. Moi, ça ne m'inquiète pas qu'il y ait un bistrot qui ouvre à côté de chez moi. Une salle de shoot, je me pose des questions, est-ce que ça favorise pas? Est-ce que, comme toute la société, donc c'est là qu'il faut apporter des réponses. Maintenant, au niveau du cannabis... Juste une question, est-ce qu'on sait aujourd'hui clairement ce qu'est en gros le chemin du cannabis dans notre cerveau et de ses effets? Est-ce que le médecin peut dire voilà ce qui est dangereux, voilà ce qu'on craint et voilà ce qui se passe? Si on prend le cannabis en tant que drogue, sans rentrer dans des considérations douces ou dures, c'est un produit psychoactif qui va agir sur les mêmes voies que tous les produits, héroïne, cocaïne, ainsi de suite. Ça veut dire les neuromédiateurs classiques qui sont dopamine, sérotonine, des molécules du plaisir, avec des phénomènes au début de tolérance, donc on a besoin d'augmenter la consommation pour ressentir des effets, et par la suite la dépendance. Il n'y a pas de phénomène de dépendance physique, comme pour l'héroïne où on est en manque physique, on tremble, on a des sueurs. Non. Par contre, la dépendance psychologique, elle est beaucoup augmentée parce que les concentrations en THC, vous avez cité le kiff marocain à 4% dans les années 68, maintenant on est à 20%, voire on arrive à 40% avec les transgéniques qui viennent d'Amsterdam. Le skunk, le white widow et tous ces phénomènes-là. Donc là, il faut qu'on fasse très attention. Un alcoolique, il finit par faire une cirrhose. Un fumeur régulier de cannabis à fort taux de THC, qu'est-ce qui se passe? Quels sont qu'est-ce qui pèse sur sa santé? Là aussi, il faut savoir, si c'est un consommateur qui a commencé très jeune, on a des études qui sont très pertinentes, qui prouvent les troubles cognitifs chez les jeunes. Donc, développement de la vigilance complètement amoindrie, attention, raisonnement, toutes ces capacités intellectuelles supérieures. Chez quelqu'un qui a... Vous voulez dire que ça atteint le raisonnement?
Tout à fait, ça peut modifier des chemins de la pensée, ça peut modifier des chemins de l'apprentissage, parce que ça joue aussi sur le système limbique, donc amygdale et hippocampe, donc c'est cerveau des émotions et cerveau des apprentissages, et ce sont des faits avérés. Mais non, justement, et c'est là où il faut nuancer les propos, parce qu'on va entendre à nouveau, oui, mais attendez, ça se passe dans 1% des cas. Si le consommateur, il est jeune et fragile, parce que jusqu'à l'âge de la majorité, on est quand même fragile psychiquement, on est toujours en développement, à ce moment-là, l'usager serait beaucoup plus exposé que quelqu'un de notre âge qui commence à fumer des pétards. Un jeune téléspectateur nous dit dans mes classes, ou peut-être un professeur d'ailleurs, hein, un élève sur 2 fume du cannabis, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est dans une hypocrisie totale, complètement pour faire plaisir à certaines fractions politiques. Donc on va avoir un discours type bisounours avec un truc complètement angélique. De l'autre côté, un discours complètement dramatisant, où même les parents que nous sommes sont très inquiets par rapport à ça, parce qu'on entend des choses où, franchement, on a du mal un petit peu à répondre des fois. Bon, en tant que médecin, j'ai l'argumentaire scientifique dont je peux répondre, mais même les réponses que je peux donner, si on pose la question honnêtement, avez-vous des psychoses générées par le cannabis? Je peux dire oui, mais c'est vraiment très restreint chez des personnalités déjà prédisposées. Mais même ça, quand on dit aux parents, ça fait peur. Qu'est-ce qui fait ce prof dans la classe et quel est son recours? Les jeunes sont dans la transgression, on va sortir ça souvent, laisser-les se développer, ils vont découvrir. Ce qui est vrai, on a tous transgressé quand on était gamin, on le sait. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, dédramatiser la chose et leur poser la question, pourquoi vous rentrez à un moment donné dans une consommation chronique? C'est par ennui? Est-ce que c'est parce que vous êtes complètement déprimé par un avenir qui est noir, par le stress, par le culte de la performance qu'on vous impose à tout prix et que peut-être vous avez d'autres envies? Donc posons les questions de cette manière-là. Et à ce moment-là, les gamins vont parler. Si on vient tout de suite avec un rappel à la loi, qui est nécessaire quand même, parce qu'ils ont besoin de cadres et de limites, on va droit dans le mur. Est-ce qu'on peut, vous qui êtes médecin et donc par définition aussi un pédagogue et un prescripteur, je dirais dans tous les sens du terme, est-ce qu'on peut encore dire à un gamin aujourd'hui, tu vas foutre ta vie en l'air, car c'est une des réalités, je le dis de façon très simple, qui coexiste avec l'usage de ces drogues, dont vous venez de nous dire que quand elles démarrent tôt, elles sont d'autant plus dangereuses. Si on dit une phrase de ce genre-là, ça va faire exactement résonance des phrases qu'on a entendues nous quand on était jeunes. On s'est dit, bon, laisse tomber, c'est des vieux croutons, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Si on lui dit, voilà, il y a des risques liés à ce produit-là, et je me pose la question... Des vieux croutons, de temps à autre, peuvent avoir raison. Ça, on le découvre ensuite. Je suis déjà à plus que 50% des conseils de mes parents. Mais certains, je les ai mis de côté, j'ai vérifié moi-même que finalement, c'est peut-être autrement. Mais à un gamin, qu'on lui dit une phrase aussi radicale et aussi tranchante, le môme, il n'aura plus la possibilité de dialogue. Il faut établir le dialogue, lui poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ton existence parce que tu as besoin de ça? C'est le cercle qui t'a initié. Est-ce que tu te sens exclu si tu ne fais pas ce type de transgression? Est-ce que tu as vraiment d'autres expériences? Est-ce que ça t'apaise? Parce qu'on oublie quand même qu'on est aussi, chez les jeunes lycéens, dans une consommation de médication, voire automédication, l'armoire familiale, où les gens consomment ne serait-ce que les classiques benzodiazépines pour la nuit et peut-être les antidépresseurs des parents, avec des médecins qui ont une facilité de prescription chez des jeunes qui doivent quand même nous inquiéter parce que ces jeunes-là, on les récupère dans des consultations spécialisées en privé ou à l'hôpital et sont quand même dépendants vers l'âge de 20 ans. Et c'est là-dessus la question qu'il faudrait se poser. Comment leur apprendre à vivre, on va dire entre guillemets sainement, pour ne pas nous accuser de... Oui, j'ai bien compris. Nathalie Latour, la Fédération des addictions a du travail devant elle. La Fédération Addiction a du travail devant elle, mais elle a du travail avec ce que vous avez très bien dit. Je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment se réfléchir conjointement, c'est-à-dire avec les spécialistes des addictions, mais aussi avec les intervenants dans les écoles, avec les associations spécialisées dans la jeunesse. Je crois que nous, on parle aussi beaucoup d'un concept de société addictogène, c'est-à-dire qu'on voit dans les évolutions de consommation qu'on a changé de société, qu'on est dans des modalités d'usage. On a beaucoup parlé du cannabis, on pourrait parler de l'alcool, sur le phénomène des alcoolisations massives. Donc tout ça nécessite, comme l'a dit Dan Vella, de pouvoir reposer les choses. Ce qui est compliqué quand on parle de ces questions-là en France, c'est que soit on est laxiste, et d'un seul coup l'interdit remet, l'interdit protège et on ne parle plus. Et on a été beaucoup dans un modèle, soit tu es délinquant, soit tu es malade. Oui. Et les jeunes ne se reconnaissent pas dans ce modèle de maladie, parce que pour eux, ils sont dans quelque chose où ils expérimentent. Donc nous, on est beaucoup dans des approches qu'on appelle l'éducation préventive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'éduque plus un enfant de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a les écrans, il y a une sensation d'intensité, de vitesse. Vous voyez sur les compétitions sportives, quel est le sponsor des compétitions sportives? Ce sont les boissons énergisantes.
Voilà, donc c'est des messages aussi qu'on envoie, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'il y ait une communauté de professionnels, une communauté d'adultes qui puissent poser un certain nombre de repères. Et pour les poser, ça demande effectivement qu'on repartage un certain nombre de consensus sur la question des interdits, parce qu'il y en faut, des règles, et que quand on disait, monsieur disait sur la question de la dangerosité des produits, il y a une étude qui a été publiée en 98 et qui a dans la revue le Lancet par professeur Nutt et qui avait été portée par Nicole Mastracchi quand elle était présidente de l'AMIF, sur la dangerosité des produits. La différence qu'il y a entre la dangerosité telle qu'elle est évaluée par les scientifiques et celle qui est perçue par l'opinion publique. Le tabac et l'alcool, qui sont les deux substances les plus addictives et les plus néfastes en termes de santé, ce sont celles qui sont vues comme les moins problématiques vis-à-vis de l'opinion publique. Donc vous voyez, c'est aussi des perceptions sur... Parce que nous avons été élevés dans des sociétés, dans des cultures où la présence de l'alcool et du tabac... ce sont des éléments culturels. Étaient anciennes, avec des pratiques, même faisant des morts et générant de la souffrance, mais ont une histoire et des racines, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Regardez le débat qu'il y a eu sur la loi de santé par rapport à la question de la loi E20, puisqu'il y a eu un amendement donc quand on défend la question, donc on pouvait se poser la place d'un amendement autour de la régulation de la publicité dans une loi de santé. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut un certain nombre de régulations parce que, bien évidemment, on parle des populations qui sont les plus vulnérables. Comment on protège les populations les plus vulnérables? Et là, on est en train, avec le tabac sur le paquet neutre, avec l'alcool, de remonter quelque part quelque chose de plus équilibré entre drogue licite et drogue illicite par rapport à la question de l'accessibilité et des techniques de marketing. Alors, préparez-vous à être surpris parce que nous allons partir maintenant aux États-Unis, dans la capitale fédérale, à Washington, où l'usage récréatif, c'est le terme qu'on emploie, de la marijuana, y est désormais légal. Résultat d'un référendum populaire gagné à 70%. Chaque habitant peut donc désormais circuler avec 57 grammes en poche et cultiver gentiment chez lui. Résultat, 50 millions d'économies et 20 millions de taxes en plus. Au Colorado, on rend de l'argent aux contribuables. Sarah Sisman, David Lemarchand. Il y a quelques mois encore, ce jeune homme était un hors-la-loi. Mais aujourd'hui, fumer du cannabis, en cultiver chez soi et en posséder jusqu'à 57 grammes, c'est parfaitement légal. Une perspective pour laquelle Nicolas militait depuis des années. Mais c'est une question de liberté. Est-ce qu'on va laisser l'État nous dire ce qu'on a le droit d'ingérer ou pas? Quand on voit à quel point leurs politiques ont été hypocrites, légaliser l'alcool et le tabac, qui sont beaucoup plus dangereux que le cannabis, et continuer d'interdire le cannabis, ça montre qu'ils ne comprennent rien. En novembre dernier, 70% des électeurs de Washington ont voté en faveur d'une légalisation du cannabis pour usage récréatif. Tout un symbole à 2 pas de la Maison-Blanche. Dans la capitale des États-Unis, il y a déjà des plantations de cannabis, mais à l'abri des regards. Dans cet entrepôt, on cultive de la marijuana à des fins thérapeutiques. Ici, près de 500 plants, 18 variétés différentes. Lumière, température, tout est optimisé. La culture dure 16 semaines. Ce que vous voyez ici s'appelle le cycle de floraison. Les plants de cannabis fleurissent et donnent des bourgeons. Ces fleurs vont grossir jusqu'à atteindre une taille adulte. À la fin du cycle, elles seront récoltées, séchées et préparées pour être distribuées. Pour posséder cette usine, le patron Corey Barnett a obtenu une licence de l'État. Ancien banquier, il a tout quitté pour se lancer dans le business du cannabis, qui pourrait rapporter rien qu'à Washington 130 millions de dollars. C'est une opportunité phénoménale. C'est rare de voir la naissance d'une industrie qui a une demande aussi forte que celle du cannabis. Même s'il y avait 10 autres cultivateurs comme moi à Washington, nous pourrions embaucher et même avoir de la marge pour grandir encore et faire du bénéfice pendant de nombreuses années. Le patron écoule sa production dans sa propre boutique, autorisée par le ministère de la Santé. À l'intérieur, des employés en blouse blanche vendent la précieuse herbe. Une sorte de pharmacie du cannabis
avec des prix plus attractifs qu'au marché noir. Bonjour, désolé, nous ne serons pas livrés avant mercredi. Oui, nous recevrons de la Master Couche, du Blue Dream et de la sauge ce jour-là. Navré pour ces ruptures de stock. Pour acheter ces produits, il faut avoir 21 ans et la recommandation d'un médecin. Mais elle n'est pas très difficile à obtenir. C'est une potion à base de cannabis. C'est de l'huile végétale, vous pouvez la mettre directement sur votre langue ou la mélanger dans une boisson. Pourquoi est-ce que vous en prenez? C'est complètement récréatif. Mon problème médical, c'est que je deviens nerveux quand j'ai plus d'herbe, c'est tout. Donc c'est facile de s'en procurer ici. Oui. Avec la légalisation, plus besoin d'ordonnances. Des coffee shops devraient fleurir un peu partout. Et il n'y a pas que les producteurs qui se réjouissent. La municipalité aussi a fait les comptes. 50 millions économisés pour les contrôles de police, auxquels s'ajoutent 20 millions de dollars de taxes que la ville pourrait récolter en encadrant la vente du cannabis. Aujourd'hui, c'est le Far West. Nous n'avons aucun contrôle sur qui achète du cannabis, qui peut le vendre, donc souvent ça tombe dans les mains de mineurs et ce n'est pas bon. Depuis la fin de la prohibition sur l'alcool, nous avons eu la prohibition sur la drogue, la guerre contre la drogue, mais nous n'avons jamais essayé de réguler la marijuana. Or, je pense que cela a du sens et collecter les taxes aussi. Désormais, une majorité d'Américains se dit favorable à la légalisation. L'Ohio, la Californie ou encore le Nevada pourraient suivre l'exemple de Washington d'ici 2016. Est-ce que vous pensez que ça impacte le trafic? Vous voyez des situations comme celle de Washington? Moi, je pense quand même que ça réduit minimum le trafic, même si on va dire qu'il y a plein d'arguments contre, en disant qu'ils vont se reporter sur d'autres produits, ils vont proposer un produit plus fort que celui qui est vendu dans les... Là, il a l'air quand même assez fort déjà. Donc oui, je pense que ça impacte... Dans les quartiers, il y a quand même une culture, par exemple dans les quartiers qui abritent les réseaux de revente de cannabis, il y a quand même, finalement, on s'aperçoit que dans ces réseaux, il y a une minorité de voyous et de trafiquants, et puis il y a surtout une majorité de désœuvrés, de smicards du trafic, de petites mains qui changent d'une journée à l'autre, qui touchent un petit billet, etc. Bon, alors moi c'est plutôt à eux que je pense. Ceux qui sont de toute façon trafiquants, voyous, professionnels, effectivement, ils vont peut-être pas passer le bac tout de suite et se réinsérer. Tous les autres, il y a peut-être une chance de les sortir de cette espèce de culture de l'illégalité. Dans l'agriculture, on appelait avant les journaliers. Oui, mais c'est ça. C'est des types, ils vont vous faire travailler. Alors c'est pas le petit guetteur, il n'en fait pas un métier. Hein. Il va toucher 50 €, 100 €, il va tourner 2 jours. Après, on va prendre son copain et puis un autre, etc., etc. Mais ça banalise du coup ce trafic, l'illégalité, la contrebande. Enfin, il y a un truc malsain là-dedans. Même si effectivement, on voit qu'ils en sortent assez tôt et que c'est faute de mieux. Enfin voilà, je pense que quand même la légalisation, je suis pas forcément pour. Hein. Je sais pas. Je m'interroge comme tout le monde. Oui. En tout cas, c'est un des arguments, effectivement, pour être développé. Ce reportage, par définition, il est extrêmement perturbant, d'autant plus qu'il est fait sur un ton léger, qui fait qu'on sourit, et alors qu'on parle de choses qui, il y a encore peu de temps, semblaient dramatiques. Et juste, quand on dit parfois, est-ce que c'est un lieu commun ou est-ce que c'est une réalité, les circuits parallèles de vente de la drogue dans les cités aujourd'hui sont tels que si on les supprimait, on aurait des émeutes, ou en tout cas, vous qui avez passé tellement de temps à discuter avec des gens aux quatre coins de nos lieux de vente, quelle est votre conviction? Est-ce que c'est un argument? Je pense qu'il y a quand même ça génère un chiffre d'affaires quand même très important. Donc en même temps, c'est du capitalisme. On achète la paix sociale en laissant. Il y a effectivement, il y a de ça. En même temps, c'est du capitalisme. Donc il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est quand même assez concentré à la tête de. Enfin, c'est la tête de réseau, le patron, vous l'appelez comme vous voulez, le boss, je sais pas, c'est le taulier, qui quand même va gagner la majorité des revenus. C'est pas tellement bien redistribué. D'ailleurs, quand vous discutez avec des types qui tiennent des réseaux dans les quartiers, ils vous disent, moi, je suis pas la NPE ou Pôle emploi, je suis pas là pour faire le bien de tout le monde, etc. Donc ne nous leurrons pas. Voilà. Après, il y a quand même des études qui sont troublantes. Il y a une chaîne de grande distribution qui a un grand magasin, allez, on va dire la ville, ça aidera à trouver l'enseigne, Astin, qui avait fait une étude sur le pourcentage de paiement en liquide dans le magasin par rapport au reste des magasins, etc. On voyait que effectivement, il est à côté d'une cité, pour pas la nommer, le Clos Saint-Lazare, Astin, qui a bonne plaque tournante, en tout cas pendant très longtemps, de l'héroïne et puis d'autres produits. Et on s'apercevait, effectivement, au regard de cette étude, qu'il y avait une majorité de paiements en liquide qui était sans doute due à l'activité frénétique des trafiquants d'un côté. Donc, oui, il y a quand même... Alors,
effectivement, je pense qu'on ne peut pas retirer cette activité complètement des quartiers sans proposer grand-chose d'autre, à mon avis. Alors, je ne sais pas si ça générerait des émeutes, si ça générerait, etc. Mais en tout cas, il y a un problème. On parle d'1 milliard au moins de chiffre d'affaires concernant le cannabis. Il va bien dans la poche de quelqu'un, même s'il est concentré en quelques-uns, il est redistribué, il va dans l'économie légale. Si vous allez à Marseille, dans la rue principale, où il y a des commerces un peu, pas de luxe, mais en tout cas un peu plus élevés, demandez aux commerçants, allez voir le type qui vend les sportswear, etc. Quel est le pourcentage d'achats effectués par des gens des quartiers nord en liquide? Bon, je suis pas sûr que si on retire ça, il ait le même revenu à la fin du mois. Et l'idée qui voudrait qu'il y a des tabous générationnels qui là aussi sont tombés, c'est-à-dire qu'avant, quand le petit-fils ou le môme de 20 ans faisait un peu de vente de barrettes et qu'on venait frapper à la porte de l'appartement et qu'on tombait sur son grand-père, le grand-père disait ah bah non il n'est pas là, excusez-moi. Le fait que maintenant on dise oh bah maintenant une fois sur deux c'est le grand-père qui vend, c'est n'importe quoi ou ça correspond à une évolution qu'on est obligé d'observer. Alors, je n'ai pas rencontré de grand-père qui vend des haches. Mais non, mais il y a une banalisation. Effectivement, il y a ce qu'on disait, cette banalisation, cette culture du trafic qui s'est installée dans les quartiers. Ce qui est frappant, c'est que quand vous discutez avec les gamins qui font du vélo au milieu des dealers, en gros, c'est à peu près ça le topo, ils voient même plus le côté illégal de la chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une activité, c'est pas le club sportif ou le club de la jeunesse du coin, mais en gros, ils ont tellement baigné là-dedans. Vous allez dans des cités comme la cité de la Castellane, où j'ai passé pas mal de mois, voire près d'1 an. Bon, il y a un drive-in, ils vont être contents qu'on dise ça, il y a un drive-in pour aller acheter, c'est-à-dire que c'est comme au McDonald's, vous descendez pas de votre voiture, il y a des mecs qui mettent des barrières pour bloquer les places de stationnement. Enfin, c'est hallucinant d'organisation. Les gamins et les mères de famille, etc., de toute façon, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Ils vendent là où les autres vivent. Donc, effectivement, tout le monde est un peu baigne là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'ils cautionnent, je ne dis pas qu'ils, de toute façon, ils n'ont pas tellement. Mais en tout cas, c'est banalisé, c'est totalement banalisé. Ça fait partie de la vie du quartier. Il y a le supermarché, puis il y a eux. Voilà. Et que fait la police, Monsieur Pierrat? Elle fait ce qu'elle peut. Je serais tenté de dire qu'elle fait ce qu'elle peut. On va pas. Moi, je mettrais plutôt le point sur les politiques qui actionnent la police que sur la police elle-même, finalement, qui est le bras armé de gens qui décident de ce qu'elle doit faire, de sa stratégie, etc., etc. Donc, la police, elle se débat là-dedans comme elle peut, avec les moyens qu'elle a, La police, c'est nous par délégation. Non, mais voilà, donc c'est ça. Donc après, soit aussi le citoyen fait pression sur les politiques pour qu'on aille plus sur ce problème-là. Après, voilà, si on laisse ça aux politiques, je ne suis pas sûr que ça soit la priorité. Il me reste moins de 9 minutes pour prendre les questions SMS, c'est parti. Comment peut-on déceler que son enfant scolarisé consomme une drogue? C'est une question qui revient souvent, elle est légitime chez les parents, elle peut paraître naïve et en même temps elle traduit une grande angoisse. Je ne sais pas qui a envie de se lancer dans un début de réponse. Nathalie Latour. Je pense que c'est toujours la question de la place ou des changements un peu de comportement qu'on peut voir. C'est-à-dire que ce qui est problématique, c'est le suivi scolaire, c'est d'envisager ou de voir qu'il y a des ruptures sociales ou amicales. Donc c'est tous ces facteurs un petit peu de concentration, de capacité à être dans un environnement extérieur, qu'il soit familial ou qu'il soit social. Donc c'est ces éléments-là qui doivent permettre effectivement d'enclencher le dialogue. Mais c'est vrai que nous, souvent ce dont on s'est rendu compte quand on a beaucoup travaillé sur les consultations jeunes consommateurs, la relance de ce dispositif qui avait été créé en 2004 et qui a été relancé là depuis 2 ans, c'est là aussi, que ce soit avec la communauté des enseignants, par exemple, dans les établissements scolaires ou des professionnels, c'est la capacité à pouvoir reparler d'un certain nombre de choses autour de ces consommations. Moi, ce qui me frappe dans votre réponse, c'est on s'attend à dire ça endort, ça rend agressif, ça rend violent, c'est que vous nous dites, je n'entends pas ça dans votre réponse, j'entends, c'est au moment où ils sont plus avec nous, d'une certaine façon. Or, par définition, tous les adolescents, il y a un moment où ils sont plus avec nous, parce qu'ils ont des adolescents. Non, mais bien sûr, il y a des trous. Vous comprenez, Marma ? Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est effectivement important d'avoir un certain nombre de repères dans ce qu'on appelle, nous, l'éducation préventive, partagée avec les parents. Et là aussi, je pense qu'on est aussi dans quelque chose où parfois,
on est dans des discours quand même qui font assez peur au niveau des parents et qu'il faut qu'on puisse remettre un certain nombre de choses qui rassurent les parents et les communautés de professionnels. Paranoïa et schizophrénie, les a-t-on suffisamment avertis, nous dit un téléspectateur? Alors paranoïa et schizophrénie, oui. Justement, il y a deux types de manifestations par rapport au cannabis. D'abord, ce qu'on appelle la pharmacopsychose, c'est-à-dire une psychose, donc manifestations de type paranoïde, schizophrène, qui sont déclenchées par le cannabis lui-même, donc forte concentration chez quelqu'un qui a un excellent état de santé. Deuxièmement, ça peut être une psychose classique, donc de type paranoïa ou de type schizophrénie, chez quelqu'un qui avait des facteurs prédisposants déjà qui avait des bizarreries dans son comportement, qui avait peut-être même des antécédents psychiatriques. Donc c'est ces deux types de tableaux. Pharmacopsychose, c'est très très rare, avec un diagnostic quand même assez fin, la prise en charge c'est la même. Heureusement, ce sont des pathologies qui sont bien reconnues tout de suite et à un nombre très faible, mais en augmentation, due aussi à l'augmentation. Vous voulez dire que ça n'échappe pas aux médecins spécialistes et aux médecins sans doute aux généralistes un peu avertis? Les généralistes sont quand même avertis parce que c'est des manifestations quand même assez inquiétantes au début, mais surtout après, ça devient un tableau vraiment qui fait complètement, qui donne la peur, qui donne la trouille aux gens. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas banaliser ce type de manifestation, mettons, bon, ça va passer avec le temps, ça va passer quoi que ce soit. Donc la question du téléspectateur était parfaitement argumentée. Tout à fait, parce qu'il faut répondre à ce type de questions, disons que le nombre il est limité, sauf que maintenant, avec une augmentation des consommateurs et les augmentations de concentration, on assiste à l'application de la loi de Lederman. Plus un comportement ou quelque chose est exposé, plus les excès liés à ce type de comportement seront augmentés. Combien d'accidents mortels dus aux drogues sur les routes? Est-ce que c'est quelque chose qui est, d'après vous, aujourd'hui pris sérieusement Je vous sens dubitatif, peut-être parce que vous n'avez pas les réponses, mais on dit de plus en plus que c'est à l'origine... On trouve ce qu'on cherche. C'est une bonne Donc, est-ce qu'on fait vraiment un dépistage? Est-ce qu'on fait un dépistage? Déjà pour l'alcool, il ne faut pas oublier que l'alcool, la mortalité est énorme, et les drogues aussi. Mais il faut faire le dépistage, il faut avoir cette intentionnalité quelque part. Vous êtes d'accord, hein? Oui, complètement. On trouve ce qu'on cherche, il faudrait le rechercher systématiquement pour le savoir. Et puis on peut imaginer effectivement que ça a une influence à partir du moment où c'est fait et c'est consommé pour modifier la perception. Donc forcément, dans des situations dites radis du genre de la conduite, c'est nécessairement... c'est d'ailleurs le seul intérêt de se droguer. Oui, mais non, excusez-moi, je dis la chose simplement parce que, oui, mais bien entendu. Faire chercher, en fait. Ça ne fait rien. L'effet sur les poumons est désastreux. Les miens ont été en partie détruits après plusieurs années de mélange de tabac et cannabis. Pourquoi ne le dit-on pas plus? Alors, la question, elle est réelle. La réponse déjà faite, elle l'est aussi. Et en effet, on a l'impression qu'on ne le dit peut-être pas assez. On connaît peu les pathologies pulmonaires. On connaît très bien, évidemment, le mélange avec le tabac. Donc, il y a une imputabilité en termes de cancer et tout ce qui se passe comme maladie. Il y a une maladie classique qui est liée à l'herbe qui s'appelle l'aspergilliose. Donc, c'est une bactérie qui pousse sous l'herbe et ça, automatiquement, ça ne disparaît pas avec la fumette. Donc, c'est ce type de maladie pulmonaire. Et je pense aussi que c'est là-dessus qu'il faut se poser la question. Si on dit, bon, le cannabis, il n'y a pas de souci, on sait très bien que pour se faire un joint, il faut mettre du tabac aussi. Donc, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y aura un risque de ce côté-là. Peut-on mourir par excès de consommation de cannabis, nous demande un téléspectateur? On n'a jamais vu un cas d'overdose cannabique. Non, ça, faut... Les peines encourues par les trafiquants sont-elles assez dissuasives? Qu'en pense le patron de l'Octrice? Les peines encourues, elles sont dissuasives. Elles existent, elles sont sévères. Après, est-ce que l'application qui en est faite, est-ce que les jugements sont reconnus comme dissuasifs pour eux? Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait dans cette échelle-là. Ceux qu'on croise, puisque nous, on interpelle à peu près 500 personnes par an. Ouais. Ceux qu'on croise ne sont pas dissuadés par l'ampleur de la peine. Ils sont de toute façon dans la recherche d'un profit commercial, tout en appartenant à une organisation. Donc l'aspect jugement et pénalisation, sanction, est vécu en fait comme un accident du travail, essentiellement. Oui, mais non, mais voyou, s'il commence à regarder le code pénal avant de travailler, il ne travaille plus. Donc c'était un peu le principe de la peine de mort, etc. Donc oui, ça n'a jamais été très dissuasif. Peut-on parier que le cannabis deviendra légal pour devenir aussi taxable? Alors c'était ce qui était en partie suggéré dans le reportage aux États-Unis, où de fait, j'insiste, c'est pas une provocation de ma part, le Colorado a rendu de l'argent aux contribuables, notamment grâce à la légalisation de cette pratique. Si c'est ça le but de légaliser ou de pénaliser le cannabis, c'est dégueulasse vis-à-vis des usagers et de leur famille. Non, le but, c'est pas dans ce sens-là. C'est pour réduire les consommations et pour amener les gens à consommer de manière plus intelligente et pas dans des excès. Si c'est vraiment pour se faire du fric, et c'est ce qu'on doute tous.
Vous avez ajouté quelque chose? Oui, juste d'un mot, sans du tout remettre en cause le travail de votre journaliste, mais comment on peut dire aussi vite qu'on redistribue de l'argent, c'est-à-dire que c'est une activité qui va être finalement économe pour l'État de faire comme ça, alors qu'on n'a aucune idée pour l'instant de la façon... C'est un constat sur place, tout simplement, vous savez, ça fait l'objet de débats dans la société américaine. Dans le Colorado, on sait que la légalisation a généré des taxes et de l'argent qui font que... Est-ce qu'on a calculé des dépenses qu'on va devoir faire pour gérer ça? Alors ça, c'est une autre question, vous avez raison. Avant de calculer ce que ça rapporte, il faut regarder ce qu'on va devoir dépenser. Je crois que ce que ça pose aussi, en tout cas la porte d'entrée, ça a eu le mérite, on va dire, de susciter le débat et de poser le débat. Après, la porte d'entrée du cannabis thérapeutique, puisque vous l'avez vu, c'est sur ordonnance. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est gênant dans le sens sur où on n'est pas... qui fait bien rigoler notre barbu cycliste. Mais exactement, c'est-à-dire que ça entraîne deux phénomènes. Ça entraîne la disqualification du cannabis thérapeutique. Dan Vella a beaucoup travaillé là-dessus, et ça, c'est quand même un problème. Et deuxièmement, on ne s'est pas interrogé sur l'ensemble des autres garde-fous qu'il fallait mettre en place en instaurant cette légalisation. En fait, vous avez la même analyse. Je suis suisse, dans mon quartier, il y a une salle de shoot et il n'y a pas plus de délinquance qu'ailleurs. Exactement. Nous dit ce téléspectateur helvétique. On est en Suisse. Qui contrôle les salles et qui fournit la drogue dans les salles de shoot? Sport médical, social, et j'espère que la police aussi sera impliquée, parce que sinon c'est dans le sens... Pour les saisies de l'office, on redit, mais assurer la sécurité des usagers et des filières de trafic. La sécurité des gens, c'est notre mission permanente, et elle sera assurée, je vous le garantis. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé